bienvenue dans ce Zoom. Je suis très heureuse de vous accueillir pour un partage avec le docteur Philippe Pancalé. Donc, c'est avec grande joie et un plaisir non dissimulé que je vais vous présenter le docteur Philippe Pancalé, qui est donc neurochirurgien, docteur en neurosciences, hypnothérapeute. Il a été le fondateur, il est le fondateur et le directeur de Hypnose Institute. Hypnose Institute, eh bien, c'est un institut auprès duquel je me forme régulièrement et j'ai découvert lors d'enseignement une masterclass brillantissime du docteur Philippe Pancalé qui s'appelle Des clés pour la guérison. Et le docteur Philippe Pancalé a une vision, on va dire, 360 de la santé. Et c'était avec une grande envie que j'avais besoin de partager avec lui déjà son savoir scientifique, mais aussi son savoir-vivre et son savoir-être qu'il a cultivé là depuis des années auprès de ses collègues, de ses patients, de ses clients, étudiants, proches et contemporains. Et donc, je lui ai proposé cet échange qui est un échange ouvert. Si vous avez des questions, c'est avec grand plaisir que nous répondrons à vos interrogations. Et donc, nous allons lancer ce soir un échange sur la porte de la santé globale. Donc, Philippe, je suis très heureuse de ta présence et j'avais envie de lancer le bal avec cette question qui est: est-ce que la santé serait pas une histoire de construction? Alors, merci d'abord pour ton invitation, Céline. Vraiment, ça me touche parce que c'est toujours intéressant d'échanger autour de sujets qui nous passionnent, qui nous animent, à la fois à titre personnel, bien évidemment, et puis à titre professionnel, quand on est dans la relation d'aide, que ce soit dans le soin, le coaching, etc. Donc, écoute, moi aussi, ça me fait très plaisir et puis de partager ça avec les gens qui vont être avec nous ce soir pour cette conférence. Alors, pour répondre à ta question, est-ce que c'est une construction? Heu, oui, certainement. Déjà, c'est un parcours de compréhension, déjà pour soi. Quand on est dans la relation d'aide, s'il y a toujours cette histoire d'effet miroir finalement, hein, des gens qui viennent nous voir en consultation et pour demander de l'aide, un accompagnement. Et on se reconnaît quelque part en eux, puisqu'effectivement, on met en œuvre des solutions. Les solutions à partir de techniques pour lesquelles on a été formé. Et, le fait justement de progresser, de construire petit à petit, d'abord une alliance thérapeutique à l'échelle d'un patient ou d'une patiente, mais en échange singulier, et puis progressivement, et ben, d'élaborer une manière de faire. Je dirais que tout le monde ne parle pas la langue française ou l'anglais s'il le possède de manière tout à fait identique à son voisin. On a toujours un style finalement. Et c'est ce style-là, cette construction dans la relation d'aide pour affûter les outils qu'on utilise au quotidien qui fait qu'on va progresser. D'abord à titre personnel, pour son propre cheminement intérieur, et puis dans ce qu'on peut amener dans la relation d'aide. Mmh. En fait, quand tu dis que c'est comme avec la langue anglaise ou italienne ou espagnole ou peu importe, en fait, la santé est très alignée à la personne. Le thérapeute va apporter des clés, mais en fait, c'est le patient lui-même qui a des réponses intérieures parce qu'il a son propre langage, son propre encodage, si je puis dire. C'est ça, et puis ça dépend de comment on voit à quel niveau de zoom on se situe finalement. Quand on a vraiment une vision globale de la relation d'aide et de manière générale de la communication interpersonnelle, on s'aperçoit que, en tout cas, je vais revenir dans la relation d'aide quand même, on s'aperçoit que le thérapeute finalement ne fait pas tant de choses que ça. On est là pour accompagner finalement un processus, qui est déjà à l'œuvre et qui nous dépasse et nous,
comment dire, j'ai nous et le patient et la personne qui vient, qu'on a, ou le client, enfin la personne qu'on a en face de nous. C'est ça il faut rester humble aussi dans ce que fait le thérapeute, à quelque niveau que ce soit. Si c'est une relation thérapeutique qui est je dirais, très mentale, très émotionnelle, dans quelque chose de complètement abstrait, de type psychanalyse, par exemple, on va échanger uniquement du côté verbal, où il n'y aura aucune interaction avec le corps. On peut se dire, bah, il suffit de voir, par exemple, la vision de Jung, Mm. qui a certes la relation avec le thérapeute, mais il y a quelque chose de plus global qu'il a appelé inconscient collectif, mais on pourrait appeler ça je sais pas, nos guides ou notre enfant intérieur, enfin tu l'appelles comme tu veux, mais une force du spirituel au sens de non matériel, mais au sens de qui est plus grand que l'être humain. On est guidé par une intuition, par quelque chose comme ça. À la fois le thérapeute, encore une fois, dans ce qu'il va proposer, et dans le patient-client, à partir du moment où il va aller choisir son thérapeute, c'est jamais un hasard. On pense que c'est un hasard. Ah, tiens, je suis tombé sur telle personne qui m'a ouvert des portes, etc. Mais en fait, il y a déjà une forme de destinée, une forme de principe supérieur qui commande ça. Et puis, quand on se met à un niveau très matériel, comme mon activité principale qui est la chirurgie, où là, on est complètement dans la mécanique du corps, en particulier au bloc opératoire, où l'esprit est complètement gommé volontairement par l'anesthésie générale. C'est un coma thérapeutique, enfin un coma médicamenteux qui est nécessaire pour la chirurgie. Et bien même là-dedans, même dans l'acte, il y a ces forces-là qui sont à l'œuvre. Certes, il faut une technique, une intention de la part du thérapeute pour opérer tel patient, ça ne se fait pas tout seul. Malgré tout, les principales forces à l'œuvre sont les forces de guérison du patient. C'est lui qui va décider de cicatriser ou pas. C'est même lui très en amont qui, à la manière de ce que je disais pour le psychanalyste, a trouvé son psychanalyste, bah là, il a trouvé son chirurgien et Mm. il s'est trouvé au bloc opératoire et c'est une rencontre singulière. Il faut être très humble par rapport à notre puissance thérapeutique, y compris des soins ou de l'aide de façon générale qu'on reçoit, nous, des autres. Mm. À savoir que chaque rencontre n'est jamais un hasard et qu'il faut aussi faire confiance et s'appuyer sur des choses qui nous dépassent, en fait. Ce que j'aimais Voilà. bien, pardon Philippe, ce que j'aimais bien, c'est cette histoire où tu disais que moins c'était matériel et plus c'était puissant quand tu faisais un parallèle avec la guerre, qu'on touchait beaucoup plus en fait à un aspect plus subtil et plus puissant dans la guérison quand le matériel était moins Eh oui. concret. Bien Mm, sûr, il suffit de voir simplement les énergies, oui, que ce soit pour l'armement, par exemple, c'est un parallèle comme un autre, de voir que, par exemple, bah, historiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait pour se battre, on se lançait des pierres, on se donnait des coups de massue et des coups de poing, donc quelque chose de très mécanique. Puis après, on est arrivé dans quelque chose de plus puissant qui est chimique, qui est l'invention de la poudre. Donc, on a eu des armes à feu, des canons, des choses comme ça. Et puis après, donc ça a duré plusieurs siècles. Et puis après, on a eu l'arme atomique. Il y a finalement pas si longtemps que ça. Donc, on est vraiment au cœur de l'atome, donc avec beaucoup de puissance. Et puis, encore au-dessus, on a quelque chose d'encore plus puissant qui est l'énergie, l'information. mm, Et on voit bien, par exemple, ce qui se passe en Ukraine, mais même dans toutes les guerres de religion ont été comme ça. On peut soulever des continents entiers, les uns comme les autres, et les uns contre les autres, avec une idéologie, avec des choses qui sont purement non matérielles, qui est des croyances, qui sont des croyances, à tort ou à raison. Il ne s'agit pas de prendre, mais on voit que c'est beaucoup plus puissant. La croyance. Et c'est pareil pour la thérapie. Mm. C'est-à-dire que si on fait, parce que j'avais une vision comme une autre, mais c'est une espèce de triangle inversé parce qu'on met le plus large, le plus puissant en haut, et on va partir du somatique, de quelque chose de très matériel. Alors pour la thérapie, bah, c'est la chirurgie, hein, qui est la moins spirituelle des thérapies, des traitements, puisqu'on on s'adresse pardon, à à la mécanique du corps. Et puis après, on va arriver aux gens qui font de l'ostéopathie, de la kinésithérapie. Voilà, on a bien sûr un contact et on commence à jouer avec les émotions, à travailler dessus. Et puis après, on a la médecine
à un niveau intermédiaire, on a la psychologie, à un niveau, voilà, deuxième niveau, il y a vraiment le somatique, et puis le psychologique, le psycho-émotionnel, on va dire, dans un étage intermédiaire. Donc là, on a toute la psychiatrie, y compris la psychiatrie qui utilise des médicaments, des neuroleptiques, des anxiolytiques, des antidépresseurs, etc. Et on a toutes les techniques de psychologie qui utilisent les ressorts de la psychologie moderne, de la psychanalyse, l'hypnothérapie, la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Enfin, tout ce qu'on peut décliner. Après, on va arriver un peu au sommet, enfin au sommet plus haut, encore moins matériel, dans ce qui serait plutôt des soins énergétiques. Et puis après, il y a le spirituel. Donc, on met là-dedans, alors j'entends le spirituel comme non religieux, Mhm. mais la religion a sa place aussi là-dedans. Hein, mais dans mon propos, le spirituel est vraiment quelque chose de non matériel et quelque chose qui dépasse l'être humain. Après, on y met les croyances qu'on veut, c'est pas tellement le sujet, je pense. Qui me Donc, donne voilà un envie peu de- cet axe de construction. Il y a une question d'Evelyne, elle dit ceci. Ça veut donc dire responsabilité à 100% de ses choix pour le patient. Oui, oui, c'est ça. On est toujours responsable à 100% de ce qu'on fait, ou de ce qu'on ne fait pas, enfin, effectivement, de ses choix, qu'on en soit conscient ou pas. Alors ça, c'est une grille de lecture qui souvent nous demanderait, peut-être qu'on aura le temps d'en parler, peut-être pas commencer par ça d'ailleurs, parce que ça peut nous amener assez loin, enfin déjà rester sur ce que l'être humain vit comme ça, je dirais presque au quotidien, pour voir quels outils on peut activer. Mais euh, voilà, si on considère qu'on est venu sur Terre finalement dans cette incarnation avec un certain nombre, avec un jeu de cartes et des atouts, des faiblesses, des choses à travailler, c'est déjà beaucoup plus constructif de voir ça comme quelque chose de pédagogique, l'expérience de l'esprit dans la matière du corps en l'occurrence, de beaucoup plus efficace et de beaucoup plus constructif, puisque tu parlais de construction, hein, tu avais ouvert le bal avec est-ce que c'est une construction? Ben oui, certainement, dans un cadre, à plusieurs niveaux, à plusieurs étages, et de considérer l'expérience humaine comme à 100% pédagogique, pas à 99,9%, à 100% pédagogique. Le monde est une salle de classe et non pas une prison. Ouais. Et ça implique automatiquement l'inversion de la responsabilité, justement, qu'on est complètement acteur. Et justement, ça, c'est constructif parce qu'on n'est plus victime, et sortir de cette dimension de victime est peut-être la seule chose qui souvent est inconsciente. Hein. Mm. Et la seule chose peut-être c'est la seule chose, pas la seule chose, mais ça, la chose la plus pertinente que puisse amener un thérapeute à, à quelqu'un qui vient le voir en consultation pour demander de l'aide, quel Oui. que soit le niveau de demande, en fait. Et ça implique aussi en amont que ce soit quelque chose dont on soit absolument persuadé qu'on applique pour soi. Mm. Toujours Exact. pareil. Est-ce que on soigne vraiment les gens? En fait, non. On peut le considérer aussi comme une thérapie permanente pour soi, en fait. Mm. C'est ce que déjà avait ébauché, fallait plus qu'ébaucher ça, mais Freud, en disant qu'on ne pouvait pas être psychanalyste si on ne s'était pas fait psychanalyser soi-même, mais ça déborde largement aussi ce cadre-là, en disant que c'est compliqué d'appliquer un cheminement. Je parle d'un cheminement, je ne parle pas d'outils ponctuels qui peuvent très bien fonctionner, hein, en 2-3 séances, etc. Mais on parle vraiment d'un accompagnement avec des questions très existentielles, si on n'a pas fait ce travail pour soi. De nettoyage, c'est impératif. D'ailleurs, il y a Bénédicte, qui est une coach thérapeute, qui dit le thérapeute est aussi responsable de rester humble en tant qu'accompagnant. Et ça, c'est primordial. On ne détient pas le savoir, on accompagne sur le savoir dans l'intériorité de l'autre, le savoir de l'autre, en fait. Tout est à l'intérieur du client, du patient. C'est ça. Et en hypnose, hein, c'est ce qu'on voit. Alors, je pense que dans d'autres grilles de lecture, il y a aussi la position du thérapeute avec la position haute et la position basse. Beaucoup l'hypnose ericksonienne est en position basse, c'est-à-dire qu'on considère que c'est le patient le client ayant l'immense réservoir de ressources, hein, dont parle Erickson. C'est en soi, le connais-toi toi-même aussi des philosophes de l'Antiquité. Et donc, on est dans cette position basse.
En tant que thérapeute, je nuancerais quand même, dans certains cas, la nécessité d'être en position haute, pour, amener le patient et parfois le sortir vigoureusement de situations d'impasse, qu'elles soient psychologiques, Mmh, heu, ou je ne parle pas de la position haute, obligée du mmh. chirurgien en train d'opérer, qui là, pour lequel, c'est la position haute est absolument obligatoire. Oui. Mais au-delà de ça, qui sont c'est un cas très, très particulier, mais dans une psychothérapie ou du coaching, en fait, de l'accompagnement avec une dimension psychologique, il y a aussi la place pour, une position haute, justement, avoir le lead, avoir être force de proposition, comme disent les politiques, dans une stratégie, quelqu'un de perdu vient consulter justement pour trouver, une aide, tonique et une manière de faire, un comment dirais-je? Un accompagnement qui soit actif. Mmh. Mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la la thérapie, implique de faire confiance aussi, je vous dis, ne serait-ce qu'au niveau de la cicatrisation du corps, l'immense réservoir de ressources et ben, c'est à un moment ou un autre, nous sommes que des déclencheurs, des étincelles, des catalyseurs finalement de choses qui sont à l'intérieur du patient.